Bonjour, je suis Safwan Kamil, j'ai 7 ans d'expérience sur le Trade Finance et aujourd'hui je vais vous présenter ce speed learning autour des garanties internationales. Pour gagner des projets à l'international, nos entreprises ont quasiment l'obligation de présenter des garanties, demandées presque systématiquement par les clients, acheteurs, importateurs, afin de sécuriser le deal et la prestation. Donnons un cas concret, par exemple, le gouvernement d'un pays X, il va émettre un appel d'offres pour construire des autoroutes. Donc il y aura plusieurs candidatures, y compris des candidatures des entreprises françaises. Et suite à cela, c'est tout à fait normal que le gouvernement du pays X demande des garanties du candidat qui sera sélectionné pour se réassurer vis-à-vis la réalisation de ses obligations et aussi sur les délais de livraison. Je vais commencer par vous présenter les participants du deal de garantie. Donc je vais commencer par le donneur d'ordre qu'on appelle aussi l'applicant. Donc c'est le vendeur exportateur du contrat commercial et qui va émettre cette garantie au bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est l'acheteur importateur du contrat commercial et c'est lui qui a demandé à l'applicant d'émettre à sa faveur la garantie pour garantir le deal ou le contrat commercial qui s'est établi entre eux deux. La banque émettrice, c'est généralement la banque de l'applicant qui va émettre à son nom cette garantie-là et l'envoyer soit à la banque notificatrice ou bénéficiaire directement. On va voir ça par la suite dans les schémas d'émission. La banque notificatrice, c'est généralement la banque du bénéficiaire, donc il joue un rôle de transmission sans prendre un engagement. La banque contre-garante, c'est une banque engagée dans le deal de garantie et il va donner des instructions d'émission à la banque du bénéficiaire pour émettre la garantie. Caution et garantie autonome. La caution, elle est peu utilisée en matière internationale. Là, le cautionné, qui est le débiteur principal, il va demander à sa banque d'émettre la caution au créancier, qui est le bénéficiaire de cette caution. Le caractère de cette caution, elle est toujours accessoire au contrat principal et il y aura comme conséquence qu'elle peut opposer des objections et des contestations et le paiement, s'il est demandé par le bénéficiaire, ne se réalisera qu'après la démonstration et la reconnaissance de cette défaillance, soit par le cautionné lui-même, qui est le débiteur principal, ou par le tribunal. La garantie autonome, c'est un engagement très fort de la banque. Du coup, là, en fait, on va parler du donneur d'ordre qui va demander à sa banque, qui est le garant, d'émettre cette garantie pour le bénéficiaire. Il a un caractère autonome, indépendant. C'est un engagement personnel de la banque et comme conséquence, le paiement, il sera à la première demande du bénéficiaire. Il est incontestable et inconditionnel, sauf dans le cas d'appel abusif régi par la loi et la Chambre de commerce internationale. Donc c'est les garanties autonomes, vous avez bien compris, qu'ils sont largement utilisées en matière internationale et ils peuvent se représenter sous trois types ou trois formes. Ils peuvent être régis par la loi locale du pays ou par les règles de la Chambre de commerce internationale ou se présenter sous forme des SPLC que je vais pouvoir vous expliquer par la suite. Les lettres de crédit stand-by ou SBLC, c'est un produit entre les lettres de crédit et les garanties internationales, mais contrairement aux lettres de crédit standard, les crédits documentaires, qui sont un instrument fort de paiement, les lettres de crédit stand-by, SBLC, c'est un instrument
financier qui est très souvent utilisé quand il y a une confiance qui s'installe entre l'exportateur et l'importateur. Et du coup, ils vont ouvrir cette lettre de crédit qui sera stand-by. Donc, on ne va pas activer systématiquement le paiement. Celui-ci sera privilégié par d'autres produits comme les remises documentaires ou un simple paiement par transfert. Mais tout de même, cette SBLC va sécuriser l'exportateur et il sera naturellement activé si l'exportateur n'a pas reçu de paiement par l'importateur. Dans cette chronologie, on va vous présenter les différents types de garanties. Et vous voyez très bien qu'il est scindé en deux. Il y a la première phase qui est la phase de l'appel d'offres. La deuxième phase, c'est la phase de l'exécution de marché. Donc pour la première phase, c'est la phase qui va permettre à l'exportateur de rentrer en contact avec l'importateur et candidater à cet appel d'offres. Et l'importateur va pouvoir tout naturellement demander une garantie, ce qu'on va appeler la garantie de soumission, qui va le prémunir contre un cas de non-conclusion suite à la retenue de la candidature de cet exportateur, vendeur, et il représente majoritairement entre 1 et 5% du contrat commercial. Suite à cela, si l'entreprise X elle est sélectionnée, donc on va rentrer dans la phase de l'exécution de marché et l'exportateur vendeur il va éventuellement demander des acomptes, ce qui permettra à l'importateur acheteur de demander une garantie de restitution d'acompte si ce dernier juge que l'exportateur ou le vendeur ne respecte pas les engagements qui étaient préalablement signés. On a aussi la garantie de bonne fin ou de bonne exécution. Elle représente généralement entre 5 et 15% du contrat commercial et c'est une garantie qui est demandée à l'exportateur pour réassurer l'importateur sur l'exécution des obligations de l'importateur et respecter les délais de livraison. Donc vous voyez très bien qu'on a la garantie de bonne exécution et elle s'arrête à la réception provisoire et la garantie de bonne fin, elle peut aller jusqu'à la réception définitive. Donc on a entre les deux une garantie de dispense de garantie, de retenue de garantie, pardon, qui va prendre le relais de la garantie de bonne exécution et il va permettre tout simplement à l'acheteur-importateur de se réassurer sur le service après-vente, sur aussi l'installation du matériel après réception et il peut durer jusqu'à 1 an après la réception provisoire et elle représente entre 5 et 10% du montant total du contrat commercial. Alors je vais vous présenter quelques schémas d'émission. Donc, comme on a parlé, il y a deux types de schémas. Donc on a l'émission directe et l'émission indirecte. On va commencer dans notre premier cas avec les schémas directs. Donc on a le bénéficiaire et le donneur d'ordre qui vont contracter un contrat commercial. Suite à cela, le donneur d'ordre il va émettre une lettre of indemnity à sa banque en exprimant tous les termes de la garantie et le montant aussi souhaité de la garantie. La banque elle va prendre ces instructions, les matérialiser sur leur outil et faire un MT760 issue à la banque notificatrice. Donc la banque garante là, c'est la banque du donneur d'ordre et il va envoyer la lettre de garantie directement au bénéficiaire. Donc ça, c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, on est toujours dans un schéma d'émission directe, mais cette fois-ci,
on va demander par nous-mêmes la réémission de nos instructions. Ça veut dire que nous, cette fois-ci, on n'est pas la banque garante, mais on est la banque contre-garante. Donc on va faire un 760, cette fois-ci request à la banque garante, qu'elle-même, il va reprendre tous les termes et envoyer directement la garantie, la lettre de garantie au bénéficiaire et un 760 pour la banque notificatrice. Donc je vais vous présenter le deuxième type d'émission, donc l'émission indirecte. Le premier cas, qui est le cas le plus simple dans ce type d'émission, donc nous on est la banque contre-garante, forcément, la banque de donneur d'ordre, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas une émission directe. On est obligé de demander la réémission dans le pays local. Donc la banque garante, cette fois-ci, c'est la banque locale, la banque du bénéficiaire, qui sera aussi engagée comme nous dans le deal. Le deuxième cas, donc nous, on est une banque contre-garante. On va réémettre les instructions, mais pas directement à la banque garante. On va demander à une autre banque contre-garante pour la réémettre à elle-même avec un 760 request au pays local, où il y a la banque garante. Donc ce cas-là, il est utilisé notamment dans les cas des filiales qui vont souhaiter passer par leur banque mère avant de demander la réémission à la banque locale. Là, on est dans un schéma plus simple parce qu'on joue le rôle de la banque notificatrice, la banque qui va juste transmettre la garantie aux bénéficiaires, notamment dans le cas de l'émission directe. Donc on n'est pas engagé, on sert plutôt juste à réceptionner les 760 émis par la banque garante et notifier le bénéficiaire de la bonne réception de la garantie. Alors pour le cycle de vie de la garantie, on va un peu découvrir avant le métier du back-office garantie. La phase primale pour avant d'émettre le deal, c'est d'abord étudier le texte qui était établi entre bénéficiaires et donneurs d'ordre. Et on va aussi voir le KYC du donneur d'ordre, la ligne de crédit vis-à-vis le montant de garantie qu'on va pouvoir disposer au donneur d'ordre. Et après la vérification de tous ces termes, on va pouvoir passer à la phase de l'émission. Donc pour l'émission, on va matérialiser et reprendre toutes les instructions d'émission sur les outils disposés au back-office. On va aussi négocier ou notifier le donneur d'ordre sur les commissions qui seront prises tout au long de la garantie et parfois des commissions aussi périodiques, est-ce qu'ils sont flat, et les commissions au cas d'appel de paiement. On va, suite à cette émission, bien évidemment, émettre un MT760, un message SWIFT, pour la banque notificatrice ou la banque qui est en face, qui pourrait être aussi la banque garante, au cas où on est la banque contre-garante. Donc après l'émission et tout au long de cette garantie, avant l'expiration, et il peut y avoir éventuellement des amendments, des modifications, soit sur les termes même de la garantie, ou sur par exemple la date d'expiration, qu'on veut l'extendre, le montant lui-même, ou tout simplement des termes qui étaient préalablement établis entre donneur d'ordre et bénéficiaire. Cette garantie-là, on est d'accord que c'est un instrument financier, c'est pas un instrument de paiement, mais le bénéficiaire, il peut faire appel s'il veut pour le paiement s'il juge que le donneur d'ordre a été défaillant sur l'exécution de ses obligations. Donc on va devoir gérer le paiement, qui est très souvent conflictuel entre donneur d'ordre et bénéficiaire. Donc c'est un travail aussi qui est délicat pour le back-office vis-à-vis son client qui est le donneur d'ordre. Et
aussi, si cette garantie-là arrive à terme, donc on va l'expirer naturellement, ou si le bénéficiaire demande l'annulation avant même l'expiration, ben en fait, on va juste faire un cancel de cette garantie-là. Le grand projet qui se passe actuellement sur les garanties internationales, c'est la release Swift 2020 qui a impacté les garanties internationales et notamment là pour les SBLC qui seront désormais exclusivement émis via le module garantie internationale. Donc on ne peut plus les émettre en lettres de crédit via le 700 ou le 710 ou le 720. Ce 760 qui est actuellement sur 5 champs, avec le fameux champ 77C qui englobe tous les termes, le montant et de la garantie, on va devoir maintenant le restructurer en champs. Du coup, le 760, il sera maintenant présenté sous 3 séquences, séquence A, B et C. La séquence A, c'est la séquence qui va englober les termes généraux de la garantie. La séquence B, c'est les termes spécifiques pour la garantie. La séquence C, il va englober les instructions, notamment quand on est la banque contre-garante, donc les instructions de la réémission qu'on va demander à la banque garante d'émettre. Le 760, il va connaître tous ces changements-là, et ces changements-là, ils vont impacter les autres messages Swift qui s'échangent tout au long du cycle de vie de la garantie. Donc le 767 aussi, il va être impacté. Le 767, c'est le message qu'on envoie quand il y a un amendment. Voilà, quand le bénéficiaire demande un amendment, soit sur le montant, soit pour extend l'expiry date, on va aussi connaître un nouveau message qui est le 787, qui sera Response Amendment. Donc on va répondre à ce message-là, soit par une acceptation ou par un refus. Ce message-là, il va connaître aussi un nouveau champ, qui est le champ 23S, qui va contenir la mention cancel si le bénéficiaire exprime son souhait d'annuler cette garantie. On va connaître aussi d'autres messages Swift, d'autres nouveaux messages Swift, comme le 765. C'est un message qui va permettre aux bénéficiaires d'appeler la garantie, le paiement, Extend or Pay, ou Pay dans le cas de SBLC. Ce message-là, on va pouvoir répondre à ce message-là via le 786. Qu'est-ce qui sera aussi un nouveau message sur la release 2020. Et pour finir, on aura aussi un nouveau message qui est le 765 qui va permettre dans un cas très spécifique, c'est dans le cas des garanties Evergreen, les garanties Evergreen qui vont pouvoir se renouveler suite à leur expiration. Donc le 765 permet aux bénéficiaires de formuler une demande explicite pour arrêter le renouvellement de la garantie. Je suis arrivé à la fin de ce speed learning présenté par Al-Goufi. J'espère que vous avez appris pas mal sur les garanties internationales et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et au revoir et au prochain speed learning.